et bienvenue dans ce premier numéro du Journal des Biotech de l'année 2019. Aujourd'hui, au menu, nous retrouverons Pierre-Louis Germain, tout frais revenu de San Francisco où se tenait la JP Morgan Healthcare Conference. Et puis dans l'interview, j'aurai le plaisir de recevoir Cédric Moreau, partners chez Sofinnova Partners, le Journal des Biotech. C'est parti. Et il revient en pleine forme pour ce premier point d'actualité 2019. Bonjour Pierre-Louis Germain. Bonjour Laurent. Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Alors Pierre-Louis, vous étiez à San Francisco, Vénard, à la JP Morgan Healthcare Conference. C'est un peu la grand-messe des biotech au niveau mondial. On y rencontre les chefs d'entreprise, les investisseurs, les fonds d'investissement, etc., etc. Et puis vous êtes allé avec une idée en tête, trouver un petit peu les secteurs qui faisaient l'actualité, qui faisaient le buzz, et puis voir un petit peu quelle société française serait susceptible de s'illustrer dans ces différents secteurs, sous-valorisés de préférence, encore que sur le secteur français, c'est pas bien difficile. Qu'est-ce que vous avez ramené dans votre panier? Alors d'abord, les grandes thématiques, ça c'était le premier objectif. Alors c'est relativement facile, c'est un peu celle qu'on retrouvait déjà les années précédentes, avec toujours un grand intérêt des investisseurs pour l'immuno-oncologie. Il y a eu les checkpoint inhibiteurs, voilà, l'oncologie et l'immunologie appliquées à la cancérologie. Il y a eu la révolution des checkpoint inhibiteurs, on en a déjà parlé. Donc aujourd'hui, ils sont là, ils sont installés. On cherche surtout des technologies qui vont se combiner à ces checkpoints inhibiteurs pour améliorer les taux de réponse qui sont impressionnant toujours pour une minorité de patients dans chaque indication. C'est pour ça que c'est devenu un peu le standard of care, les traitements de référence aujourd'hui, et en même temps qui laisse quand même la majorité des patients sans réellement de réponse. Donc on cherche des combinaisons, des molécules, d'autres protéines qui vont permettre d'améliorer les taux de réponse. Ça marche bien, mais dans très peu de cas, si je synthétise votre propos. Aujourd'hui, les checkpoint inhibiteurs seuls, entre guillemets, enfin après les chimiothérapies, les protocoles standards, ils améliorent radicalement le sort d'une minorité de patients. Voilà. On cherche donc à améliorer les taux de réponse. C'est ça l'objectif pour les grands labos qui sont présents dans ce domaine. Et il y a des tas de biotech qui vont leur proposer des molécules, des protéines et différentes choses pour essayer de tester des combinaisons pour améliorer les taux de réponse dans chacune des indications. Ça, c'est un très gros sujet. La NASH et la thérapie génique. Voilà. Et là, on a un peu les trois grandes thématiques. Alors, quelle biotech à mettre en face de ces différentes thématiques? Alors, en France, sur l'immuno-oncologie, il y a du choix. Il y a Innate Pharma, il y en a beaucoup. Et nous, on s'intéresse aux immunotherapeutics. C'est là qu'on a un petit peu repéré qu'il y avait un news flow vraiment intéressant. Alors, OSE, ils sont en phase 3, je crois, sur un produit. Ils sont en phase 3 avec Tedopi, qui est leur produit phare. Phase 3 dans le cancer du poumon. Et ils ont lancé cette année, en fin d'année dernière, un essai de phase 2 dans le cancer du pancréas avec un groupe académique. Donc c'est très intéressant parce qu'ils sont en phase 3, parce qu'ils sont dans le cancer du poumon non à petites cellules, qui est la première indication cancéreuse, le plus vaste marché en cancérologie. Qui touche beaucoup de gens. Et ils sont évalués après échec d'un checkpoint inhibiteur, donc chez des patients qui ont échoué. C'est ça ? Exactement, qui ont échoué sur les chimiothérapies, les radiothérapies et la dernière génération de traitements. Or, à ce croisement, cancer du poumon, phase 3, donc phase finale, et échec au checkpoint, ils sont les seuls et ils auront des résultats à la fin de l'année. Alors, ça paraît un petit peu étriqué, ce croisement de trois faisceaux positifs. Mais c'est un marché gigantesque et vu la valorisation de la société aujourd'hui, c'est une opportunité considérable. Surtout qu'on aura en plus ces données dans le cancer du pancréas, qui est la deuxième indication en termes de mortalité. Ce sera également en 2019, des résultats de phase 2 cette fois. Et un package clinique potentiellement qui peut mettre un coup de projecteur sur cette société. Bon, alors ça, c'est pour l'immuno-oncologie. Pour la NASH, on a l'embarras du choix. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Alors effectivement, en France, on est plutôt pas mal. On a pas mal de sociétés. On a GenFit, évidemment, qui aura des résultats de phase 3 fin de cette année aussi. Voilà, fin de l'année 2019, fin de cette année. On a Inventiva. Nous, on allait regarder une autre société encore qui s'appelle Poxel. Poxel, on les connaît surtout pour l'iméglimine. Dans le diabète, ils sont en phase 3 dans cette indication, mais ils ont d'autres produits dans leur portefeuille. Là, en l'occurrence, on s'intéresse à un produit sur lequel ils ont donné des résultats de phase 1, qui est le PXL 065. Alors, c'est intéressant ce produit parce que c'est de la pioglitazone, qui est une molécule générique, connue,
dont on sait qu'elle est efficace contre la NASH, c'est quand même intéressant. Elle a démontré en phase clinique son efficacité pour la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Donc vraiment, le traitement éprouvé. Exactement. Donc on peut se dire où est l'intérêt. Le problème, c'est que la pioglitazone a des effets secondaires, voilà, qui font que, en tant que traitement chronique, ça n'est pas envisageable. Alors là, Poxel, avec ce produit, ils agissent en fait sur un stéréoisomère propre à la pioglitazone pour neutraliser ces effets secondaires. Ils vont tester ce produit en neutralisant ces effets secondaires. Donc en fait, on améliore un traitement existant pour qu'il puisse être pris plus longtemps. On peut se dire comme ça, tiens, c'est peut-être un petit peu moins risqué ou un peu plus... C'est le pari qu'ils font, c'est qu'en agissant simplement sur ce levier, sur l'effet secondaire, ils ont une molécule qui en soi a démontré son efficacité dans la NASH. Donc ça, voilà, on trouve ça très intéressant parce qu'il y a plein de mécanismes d'action qui sont aujourd'hui évalués dans cette indication. Celui-là ne l'était pas, donc ils avancent avec ça. Il faut savoir qu'ils ont un autre produit un peu plus avancé en phase 2, le PXL 770, qui est un inhibiteur d'AMPK. Et puis ils ont aussi un FXR agoniste qui est licencié à Enio. Donc si vous voulez, Poxel... Ça c'est comme Intercept, c'est la même techno je pense. Voilà, exactement. Intercept, qui est le concurrent frontal de GenFit. Donc Poxel, ils avancent avec 3 produits dans la NASH, avec 3 mécanismes d'action différents. Ça leur laisse quand même une stratégie avec pas mal de potentiel et pas mal de maîtrise du risque. Bon, alors Poxel, la dernière société, alors, qu'est-ce que vous êtes allé nous trouver? Alors, cette fois, on parle de thérapie génique. On s'est intéressé à GenSight, qui est un peu on a beaucoup parlé de GenSight. Star française de la thérapie génique. Thérapie génique et maladie ophtalmique. C'est-à-dire que c'est dans les maladies de l'œil que la thérapie génique est le plus avancée, même si aujourd'hui, il y a d'autres indications. Attendez, c'est compliqué. Ils sont dans la neuropathie optique héréditaire de Leber. Bravo, Laurent. Exactement. Donc, avec GS010. Et ils sont en phase 3. Avec une année compliquée. Enfin, moi, je pense sur le plan boursier, une valeur qui a perdu beaucoup en début d'année dernière et puis qui a, par contre, terminé... Enfin, pour ceux qui étaient actionnaires, qui a repris un peu du terrain perdu. Pour ceux qui sont rentrés en cours d'année, par contre, une explosion sur les derniers mois avec vraiment une accélération du cours. Qu'est-ce qui explique Exactement. ça Au premier semestre, on en avait parlé sur ce plateau, des résultats 48 semaines, donc chez des patients atteints de cette maladie génétique. C'était mi-figue, mi-raisin. En tout cas, ça a semé une certaine confusion parce qu'il y avait un seul œil qui était traité, il y avait les 2 yeux la vision qui s'améliorait sur les 2 yeux, donc ça a un peu perturbé les investisseurs. En fin d'année, effectivement, le titre a rebondi avec ses résultats à 72 semaines, qui a permis, d'effacer en grande partie les suspicions d'effets placebo, qui ont permis au produit de démontrer son efficacité sur les 15 lettres. C'est ce tableau de 15 lettres de mesure de l'acuité visuelle. Ils n'avaient pas atteint 48 semaines, ils l'ont atteint 72 semaines. Ça a permis... Et puis des données de qualité de vie aussi qui sont importantes dans la perspective d'une négociation sur les prix. Donc ça a permis au titre de rebondir, de reprendre un peu du terrain perdu, mais il y a encore beaucoup à reprendre. Ça paraît un peu injuste parce que quand même les résultats à 72 semaines sont bons. On s'intéresse à eux parce qu'en 2019, il va encore y avoir des résultats. D'accord. Des résultats sur une autre étude qui s'appelle Rescue avec des patients qui ont été traités plus précocement. Ça, c'est des résultats cliniques sur lesquels il y a un certain risque. Sur la même maladie, pardon? Sur la même maladie, mais simplement des patients traités plus tôt dans le développement de la maladie. Ça, c'est des données plutôt risquées. On aura des données sur Reverse, donc le même essai qui a animé l'année 2018, cette fois plus longue, à plus de 90 semaines, 96 semaines, pardon. Là, on est plutôt confiant parce qu'on a vu une progression entre la 48e semaine, la 72, que ça continue à s'améliorer. Voilà, on croise les doigts et on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à jouer sur le plan boursier. Et puis, il y aura Spark. Spark, c'est la biotech américaine qui a sorti le Luxturna, la première thérapie génique approuvée aux États-Unis dans l'amorose héréditaire de Leber. C'est une autre maladie. C'est une autre maladie que celle que cible GenSight, mais enfin, c'est quand même une thérapie génique pour une maladie ophtalmique. Ils sont en cours de négociation des prix. Ils ont affiché un prix aux États-Unis de $850 000. 850 000 $. Voilà, pour un traitement sur les 2 yeux. Bon. On sait que ça va être un challenge. Il va falloir négocier avec les assureurs. Ils vont le négocier en Europe avec leur partenaire Novartis. Donc tout ça va être des éléments de news flow parce qu'on sait que GenFit cible un petit peu un prix GenSight, pardon, vise un prix qui est dans cet ordre de prix puisqu'ils sont sur une indication assez proche mais avec beaucoup plus de patients. Donc voilà, on a un news flow à la fois clinique, réglementaire, quelque part. Réglementaire et financier qui vont déterminer un peu le potentiel du produit. Donc une année chargée pour GenSight
et beaucoup de terrain à rattraper. Plus à gagner qu'à perdre. On le note sur nos tablettes. Ose Immunotherapeutics, Poxel et Gensight à surveiller pour 2019. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Tout de suite, c'est l'interview dans le journal des biotech. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Cédric Moreau. Bonjour Cédric. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Cédric, vous avez eu plusieurs vies en une vie. Vous avez été analyste biotech, puis banquier d'affaires chez Odo. Maintenant, vous êtes partenaire du fonds Crossover chez Sofinnova. Sofinnova, on le rappelle, c'est le premier acteur du capital risque dans les sciences de la vie. Et ce fonds Crossover, il a été lancé en avril 2018. Vous avez levé 275 millions d'euros. On rappelle la particularité, vous investissez donc avant, pendant et après les introductions en bourse. Pourquoi? Alors c'est déjà la rencontre de deux mondes un petit peu entre vous, le spécialiste du côté et le spécialiste du venture capital. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire si finalement c'était le bon moment, le bon timing pour rentrer sur ce marché, sur ce secteur des biotech? Alors, pourquoi ce fonds déjà? Oui. On a fait le constat, mes associés, puis donc les équipes Sofinnova, du manque en fait de financement dit late stage. Donc, ces sociétés qui sont en phase 1B, 2, donc qui ont déjà une certaine maturité, mais qui sont encore loin de la commercialisation et donc de la profitabilité, et qui donc avait un trou dans la chaîne de financement pour ces sociétés-là. L'amorçage est très bien suivi et c'est après que c'est plus compliqué. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est très bien financé au niveau venture capitalistique, qu'on est bien financé au niveau private equity, mais que ces sociétés qui doivent structurer, syndiquer des tours de 40, 50, 60, 70 millions d'euros ont les plus grandes difficultés à trouver ces poches d'investisseurs, en particulier en Europe, alors qu'aux États-Unis, quand on traverse l'Atlantique, on voit que ces fonds crossover, il y en a beaucoup, que ça fonctionne. Et donc, c'est ce constat-là qu'on a fait. Et avec les équipes Sofinnova, on a décidé effectivement de lancer ce fonds avec succès, je pense, depuis avril 2018. Alors, vous arrivez à un moment un petit peu paradoxal où finalement les investisseurs généralistes qui avaient acheté beaucoup de biotech dans la première moitié de la décennie, enfin jusqu'en 2015-2016, aujourd'hui, ils semblent un peu lassés. On voit la difficulté des biotech cotées à maintenir leur cours, une certaine lassitude des généralistes. Vous arrivez à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce qu'au contraire, c'est vraiment l'opportunité précisément à saisir? Comment vous vous inscrivez dans ce timing un peu difficile pour la biotech cotée en France? Alors vous avez tout à fait raison. Ce constat, on l'a fait et on pense justement répondre à l'un des problèmes majeurs que beaucoup de sociétés récemment, sur ces dernières années de biotechnologie, sont venues à la bourse de façon un peu contrainte, parce qu'elles avaient du mal à se financer en privé, sont venues un peu tôt sur les marchés. Et après, pour délivrer le news flow, pour satisfaire les investisseurs qui ont des horizons d'investissement qui ne sont pas toujours en phase avec ces cycles de développement qui sont plutôt longs, on a eu des performances boursières des fois un petit peu décevantes. Et absolument, il y a des investisseurs institutionnels qui s'écartent un petit peu maintenant du secteur. Donc on pense pouvoir apporter cette réponse en finançant ces sociétés, encore en privé. Nous, notre rôle, c'est surtout de structurer le dernier tour avant introduction en bourse, pré-IPO, pour leur donner les moyens financiers de se développer. L'expertise pour se préparer, c'est pas rien. De passer d'une société privée à une société publique, il faut les hommes, il faut préparer la société, il faut trouver une equity story, absolument. Il faut savoir positionner la société, la benchmarker, la comparer, comme on dit. Et donc tout ça, c'est sa vocation effectivement à faire en sorte que les sociétés arrivent dans des meilleures conditions et on l'espère, arrivent à avoir beaucoup plus de succès au moment de l'introduction en bourse, mais également après, puisqu'on est là pour soutenir ces sociétés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Et ça, c'est toute la logique du fonds Crossover. Il y a beaucoup de biotech non cotées en France qui aujourd'hui ont besoin de capitaux, qui aujourd'hui pensent à la bourse? Oui, on a un deal flow très important. C'était l'une des questions de nos LPs en disant, on voit bien le modèle aux États-Unis, mais quid de l'Europe? Est-ce que le marché est suffisamment profond? La réponse est oui. On a un deal flow qui est très significatif. Alors après, bien évidemment, l'idée c'est de trouver celles qui sont vraiment les plus intéressantes. Chez Sofinnova, on est toujours à la recherche de sociétés avec des projets vraiment innovants, des first in class, comme on dit, et qui puissent vraiment apporter de la réelle innovation aux patients. Et on essaye aussi d'identifier de plus en plus, c'est peut-être une thématique dont on parlera tout à l'heure, mais de sociétés qui peuvent aussi potentiellement directement
justement ce côté sur le marché américain, puisque c'est là où on voit effectivement que tout se passe. Alors justement, ce marché américain, vous revenez de San Francisco, Cédric Moreau, et plus précisément, la JP Morgan Healthcare Conference, c'est un peu la grand-messe des biotech au niveau mondial. Qu'est-ce que vous y avez appris? Est-ce que le climat était bon déjà? On sait que sur le Nasdaq, effectivement, le marché reste très dynamique sur les biotech. C'était la fête à San Francisco? Alors, pour tout avouer, c'est un ressenti personnel, mais moi, j'y suis allé un petit peu de façon mesurée, les pieds un peu froids, en me disant bah, la fin d'année on s'était pris quand même une sacrée douche. Une grosse correction sur le Nasdaq et oui, on avait perdu une trentaine de pourcents entre le début du mois d'octobre et la fin décembre. Donc, je pense qu'on était quelques-uns à y aller. Voilà, pas reculons, mais disons pas avec un enthousiasme débordant. Ouais. Et puis on a eu deux grosses annonces, enfin une en particulier de M&A, hein, donc avec cette grosse acquisition effectivement de BMS qui a acquis Celgene pour 74 milliards de dollars. Donc c'est un montant. Suite, tout va mieux. Un montant. Mais en tout cas, c'est important aussi de montrer que le marché était aussi redevenu à des prix attractifs. Ouais. Pour des big pharma qui avaient un petit peu trouvé que les valorisations étaient parfois excessives sur des sociétés dites biotech. Alors Celgene est une société qui était déjà installée, avec ce fameux produit Revlimid qui est un produit à 8 milliards de dollars par an, mais on voit bien le move aussi et la stratégie de BMS, c'est une stratégie à court terme, donc de tirer le plein potentiel de ce produit-là, mais également de mettre la main sur un pipeline, notamment de CAR-T, qui avait été hérité de l'acquisition de Juno par Celgene il y a un an au moment de la JP Morgan. Donc ça a donné l'élan et jour après jour, on va dire que voilà, l'appétit et l'enthousiasme des investisseurs s'est ressenti au cours de la JPM et donc on a plutôt fini sur une bonne note. Ok. Un mot, est-ce que le contexte américain a pesé? Il y a ce shutdown du gouvernement américain. On sait que ça peut avoir des impacts sur la FDA, sur la vélocité de l'agence américaine à approuver les dossiers, à faire les réunions. Est-ce que tout ça, c'était un gros sujet d'inquiétude ou pas un gros sujet d'inquiétude? Non, c'est un très bon point. C'est vrai que l'année dernière était encore une année très active en matière d'approbation de produits. On voit que la FDA se structure de plus en plus, investit. Donc, ça a participé aussi à l'élan de ce secteur et de voir que un tel organisme, effectivement, se dote de capacités pour pouvoir accélérer les approbations. Donc là, ce shutdown aux États-Unis peut et va probablement avoir un impact, ouais. En tout cas en termes de timing, et c'est bien de ça dont on parle. Donc on va pouvoir constater quelques retards sur la revue et donc l'approbation de certains produits. Donc les investisseurs ne sont pas trop fans des retards, vous le savez. Mais mis ça en perspective du deal qu'on vient d'évoquer ou encore d'Eli Lilly qui a aussi fait un deal à 9 milliards en rachetant cette société encore dans le domaine de l'oncologie, Loxo, eh bien on va dire que la balance était plutôt positive entre ces deux aspects. Bon alors, c'est aussi l'occasion de prendre un petit peu la température des secteurs, ce genre de rencontres, des aires thérapeutiques qui sont, j'aime pas le mot, mais un petit peu à la mode, ou en tout cas dont on parle beaucoup. Quels sont-ils cette année? Et puis, est-ce que certaines sociétés françaises, allez, soyons un peu cocardiers, sont bien placées dans ces secteurs qui ont fait le buzz? Alors, sur les classes thérapeutiques, on va dire que les grandes classes qui sont à la mode et on va dire qui attirent les investisseurs restent un petit peu les mêmes. Donc là, on parlait de ces grosses acquisitions. Elles ont comme des meneurs l'oncologie, donc le cancer. Donc ça reste une classe. Nous, dans notre deal flow, c'est 45% du deal flow sont des sociétés dans le domaine de l'oncologie, une bonne partie en immuno-oncologie. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que les investisseurs et les sociétés pharmaceutiques recherchent de plus en plus soit des niches d'indication, soit des technologies. Alors Loxo, c'est un des premiers produits qui a été approuvé, qui est un petit peu agnostique en termes de cancer, sur une cible bien particulière, rare, mais qui touche plusieurs cancers. Donc ça, c'est intéressant comme approche. Donc cette logique de précision médecine s'impose de plus en plus. Et puis, on a tout l'enjeu des combinaisons. Alors, avec un petit bémol, puisque l'année dernière, on a vu quand même que sur cette logique de combinaison, on a eu quelques déceptions avec des grandes sociétés américaines, type Incyte ou Nectar, sur lesquelles il y avait des grosses ambitions et malheureusement des résultats cliniques qui n'ont pas
tout à fait développer et délivrer les promesses qu'attendaient les investisseurs. Donc c'est séduisant, mais ça ne marche pas si bien que ça, en fait, à vous écouter. Disons que c'est un peu un ticket de loterie aujourd'hui. C'est-à-dire que les PD1 sont bien installés. À savoir quelles vont être les combinaisons gagnantes de demain. On voit que sur des petits échantillons de phase 1, 2, de trentaine de patients, on arrive à voir la plupart du temps des résultats encourageants, mais qui se transforment difficilement sur une vraie étude pivot d'enregistrement. Donc, bien sûr, il faut regarder. Bien sûr, il y a beaucoup de valeur à créer dans ce domaine-là, mais la concurrence est rude. Le nombre de produits et de projets est très important. Et donc, il faut savoir être très sélectif dans le domaine. Les biotech françaises, elles sont fortes dans quel domaine, dans quelles aires thérapeutiques parmi celles qui attirent? Nous, en tout cas, on a une thématique qu'on aime bien et on pense que la France est très bien positionnée. C'est la thématique de tout ce qui est maladie fibrotique ou métabolique. Donc, cette fameuse NASH, qui est effectivement… toujours un gros sujet. Toujours un gros sujet, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on connaît bien la société GenFit. Et nous, dans le fonds Crossover, on a fait un investissement dans la société Inventiva. Qui est reçu d'ailleurs son PDG, Frédéric Crène. Frédéric Crène, exactement, qui est le cofondeur avec Pierre Broca, donc ce fameux spin-off effectivement de la société Abbott à Dijon. Et nous, on croit beaucoup effectivement en cette approche qui est une approche de pan-pipa. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pense qu'ils ont trouvé la bonne balance en tout cas pour faire un produit actif, mais également sûr, qui est un des enjeux en tout cas de cette classe de médicaments. Donc c'est un marché considérable, on parle d'une 10 à 12% de la population adulte aux États-Unis, et donc on a d'autres sociétés aussi dans le domaine privé qui est une participation de Sofinova, une société qui s'appelle Enio, basée à Lyon et qui est également dans ce domaine-là. On a Poxel qui a annoncé récemment des nouveaux produits qui entrent en clinique aussi dans NASH. Donc je pense que ça c'est un domaine sur lequel la France peut regarder les États-Unis droit dans les yeux et en tout cas nous on est très motivés et on pense qu'Inventiva peut jouer un rôle clé dans cette pathologie-là. Alors Enio pas encore coté, peut-être un jour, Poxel déjà coté. Oui. Vous regardez des deux côtés de… Absolument. Donc, nous, on peut investir et dans des sociétés privées et dans des sociétés publiques. C'est la logique crossover. Et puis, on peut, pour les sociétés publiques, essayer de les aider aussi à traverser l'Atlantique, une autre forme de crossover, pour aller aussi trouver les mains américaines qui sont ravies de co-investir avec nous. Vous avez d'autres exemples comme ça de sociétés que vous surveillez, que vous appréciez, Cédric ? Écoutez, nous, par exemple, on regarde aussi un domaine, parce qu'il faut sortir un petit peu du cancer, l'oncologie, comme on dit, des maladies rares qui sont très, une thématique phare, qui sont une thématique phare. On essaie aussi de regarder des domaines sur lesquels il y a peut-être un peu moins de concurrence et avec des sociétés intéressantes. Donc j'en ai une à vous mentionner, c'est une société anglaise qui s'appelle Verona, qui est spécialisée dans les maladies respiratoires, donc la maladie la COPD, comme on dit, bronchite chronique du fumeur. Il y a également des développements dans l'asthme et puis dans la mucoviscidose, donc toutes ces maladies, on va dire, pulmonaires, et qui a une approche tout à fait innovante avec un mécanisme d'action dual, on va dire, qui cible deux enzymes et qui permettent à la fois d'apporter l'approche bronchodilatation, mais également l'approche inflammation. Donc, un 2 en 1, on va dire, dans cette approche-là, qui est tout à fait innovante, un first in class, comme je le disais tout à l'heure, et qui est en train il va continuer à délivrer des produits de phase 2, donc qui est à la porte de phase pivot d'enregistrement pour un marché, si on prend le COPD, c'est un marché de 30 milliards de dollars, donc c'est un marché considérable, et c'est parmi, on l'oublie, on parlait du cancer, mais en termes de décès, la 3e ou 4e cause de décès aux États-Unis. Donc c'est des gros marchés qui sont un peu abandonnés, mais sur lesquels aussi il y a de l'appétit de la part de gros pharma, notamment en Angleterre, c'est Glaxo et Astra qui sont deux gros leaders du domaine respiratoire. Donc voilà une des sociétés. C'est un aire thérapeutique qui n'est quand même pas totalement abandonné. Je veux dire, si les résultats sont bons, si les résultats sont très positifs, il y aura un intérêt industriel, c'est votre conviction. Voilà, donc elle n'est pas abandonnée, mais c'est vrai qu'elle est moins, on va dire, scrutée et regardée que d'autres qu'on vient d'évoquer. Mais on pense effectivement que toute innovation, les gros acteurs ne peuvent pas la laisser passer. Donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant si on choisit vraiment la société qui peut apporter une innovation dans un domaine sur lequel il n'y en a pas eu depuis un certain temps. Et on se dit que là, on a vraiment un candidat effectivement
une sortie industrielle assez proche. Bon. Merci Cédric Moreau d'avoir été avec nous. On rappelle pour Inventiva d'ailleurs que on attend des résultats très bientôt, premier trimestre, sur la sclérodermie, je pense que c'est ça, et premier rendez-vous avec les investisseurs. Absolument. Merci Cédric. Merci pour l'invitation. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition. À très bientôt.